Venez les yeux en pleurs, personne, hommes, femmes et enfants. Tout le monde s'en étonne, mais surtout les paysans. Lorsqu'elle tient sa proie, cette cruelle bête, elle en dévore le foie, le cœur, avec la tête. Monstre funeste, cet animal dévorant, à craindre comme la peste, ne s'abreuve que du sang. Le poème dont nous venons de vous lire quelques extraits a été écrit probablement à la fin de l'année 1764 et publié au début de l'année 1765. Si bien que d'un fait historique absolument certain sur le mystère qui subsiste, ont germé des contes, des légendes, des mythes. Et ce soir, nous allons tâcher de mêler un peu les deux genres. Je suis là pour essayer de faire un petit peu de clarté sur ce qu'on peut savoir, un petit peu. Mais nous saurons aussi explorer et peupler de monstres les zones d'ombre. Alors ceci dit, je préfère décevoir par avance. Donc je vais vous décevoir tout de suite. Première déception, je ne vous dirai pas ce qu'était la bête du Gévaudan. Je ne le sais pas, et je pense honnêtement qu'à l'heure actuelle, personne ne peut véritablement avoir une certitude. En revanche, on pourra parler de certaines hypothèses, vous pourrez bien sûr poser des questions si vous le souhaitez. On tâchera d'y apporter les éléments de réponse qui sont possibles. Mais vous ne vous attendez pas à la révélation extraordinaire d'un mystère, non. Deuxième déception, eh bien, cette histoire, tout le monde en a entendu parler, la bête du Gévaudan, c'est un mot qui est familier, on ne sait pas forcément ce que ça recouvre, mais c'est extrêmement célèbre. Et pourtant, dans l'histoire de France, ce n'est pas une histoire exceptionnelle. Des histoires de bêtes en France, il y en a eu des dizaines au cours des siècles. La bête du Gévaudan n'est pas celle qui a duré le plus longtemps. Elle a duré de 1764 à 1767. Certaines bêtes ont duré le double. Ce n'est pas la bête qui a fait le plus de victimes. Elle a attaqué, en chiffre rond, 300 personnes, elle en a tué une centaine. Certaines bêtes ont fait 200 victimes. À quelques kilomètres d'ici, la bête de l'Yvelines, au XVIIe siècle, a fait plus de 200 victimes. Donc la bête ne peut pas passer. Elle va donc commencer à tourner. Essayant de trouver la faille dans le dispositif. Tourner autour d'eux, dans un sens, dans l'autre. Les enfants tournent en même temps. Jacques les dirige. Mais à un moment, le combat est quand même trop inégal, la bête est trop forte, elle est trop rapide. Elle va trouver une faille, elle se précipite sur un enfant et commence à essayer de le dévorer. Bien sûr, ses camarades ne restent pas inactifs. Ils prennent leur pic, ils essaient de percer le cuir de la bête. Le cuir est trop épais, ils n'y parviennent pas. C'est tout juste si la bête semble sentir leur coup. Jacques connaît bien le pâturage de la Coustacelle. Il sait justement comment sont disposés les marécages. Et il fait montre d'un sens très tactique. Il va diviser maintenant sa troupe en deux parties. La bête a de l'avance, mais s'ils la poursuivent d'un côté par la gauche, d'un côté par la droite, ils savent qu'ils vont quand même pouvoir diriger la course de la bête devant eux. Et que s'ils s'y prennent bien, la bête va passer juste là, dans un marécage assez profond qu'ils connaissent. Et c'est ce qui va se passer. Malgré son avance, la bête, dirigée par deux groupes d'enfants, va tomber en plein dans le marécage. Et là, il ne peut plus à la fois partir et transporter l'enfant. Le petit groupe d'enfants va arriver à la rejoindre. Et là, ils vont recommencer à frapper dessus, partout où ils peuvent. Et là, ils arrivent, parce qu'ils ont quand même maintenant un peu d'habitude, ils arrivent à faire mal à la bête. Elle a besoin de se défendre. Elle ne peut pas en même temps manger le petit enfant. Ça va durer combien de temps? On n'en sait rien, c'est toujours trop long dans ces cas-là. Mais finalement, face à la résistance des enfants, et face aux cris qui vont attirer finalement un adulte, la bête sent que la partie est perdue, elle bat en retraite. Les enfants sont sauvés. Entouré d'un foulard rouge. Boulazek se dit que ça, c'est un... Ouais. Il le ramasse, il souffle dessus, il y a 200 ans de poussière qui s'envole. Lorsqu'il enlève le foulard rouge tout autour, il est déçu.
C'est un livre. Ben non, c'est un livre. Mais la curiosité l'emporte, il s'approche, il n'a pas beaucoup été à l'école, Bolazek, mais il y a des choses quand même qu'il arrive à lire. Alors c'est Clavicule de Salomon ou Comment devenir sorcier. Oh. Bon, alors là, il se dit que ça vaut de l'argent, quoi, c'est sûr, et ça va se vendre. Et, bon, il faudrait peut-être aller voir M. le curé, lui demander quelques petits signes de croix et un peu d'eau dessus, là, mais quand même, hein. Oh, quand même. Et puis avant de le donner à M. le curé, il va regarder dedans, un petit peu, savoir ce qui se dit, quoi. Lorsqu'il l'ouvre, il est déçu. Du français, du latin, des mots soulignés en rouge. Difficile. Et le livre s'ouvre de lui-même à une page marquée par une petite tresse d'herbes sèches. Et comme on fait lorsque l'on ramasse des herbes, il la met dans sa bouche. Et il mâchouille. La page, elle, est ouverte à comment devenir un loup-garou. Évidemment, Croquer la bergère peut prendre plus d'un sens. Et le fait de mêler les curés à ces histoires, eh bien, oui, les curés étaient mêlés à ces histoires, que ce soit les histoires de loup-garou ou les histoires de bêtes. Un des premiers historiens de la bête du Gévaudan, d'ailleurs, sera un abbé, l'abbé Pourchet, qui a écrit son livre, La première véritable histoire de la bête, en 1889. Il était originaire de la région. Ses ancêtres, certains de ses ancêtres avaient tiré sur la bête ou avaient été témoins d'attaques. Et il a pu, étant jeune, entendre encore des personnes qui avaient connu de leur vivant l'histoire de la bête. Donc c'est une œuvre absolument fondamentale. Et il nous rapporte, parfois avec critique et puis parfois, comme nous, un peu dans l'ignorance, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, un certain nombre d'anecdotes, dont celle-ci. Voici ce qui serait arrivé dans le temps de ces chasses, les grandes chasses de février 1767. Paillère, dit Bégou, de Pontajoux, paroisse de Venteuge, s'était levé de grand matin. Lorsqu'il fut sorti à la porte de sa maison, il reconnut que c'était bien la lune qui éclairait, mais qu'il n'était pas encore jour. Il vit de sa porte un grand homme qui se trempait dans la rivière. Si on y allait encore, on assurait toujours le fait vrai, mais c'était ailleurs. Un autre fait semblable s'éleva du côté de Saugues. 3 ou 4 femmes sortant de cette ville, disait-on, 2 à 3 à cheval, trouvèrent non loin un pauvre homme portant un fusil rouillé. Il leur dit qu'il allait tuer la bête. Une de ces femmes qui était en croupe ne savait pas se tenir à cheval et lui demanda de l'aider à se redresser. Elle sentit sa main bourrue. Un peu éloignée, bientôt elle eut raconté aux autres ses impressions, ce qui fait qu'elles pouvaient à peine maîtriser leur frayeur. Arrivée à Pontperrin, cet homme fut de nouveau auprès d'elle et leur demanda si elles voulaient passer le bois de Favard. La frayeur ne leur permit pas d'aller plus loin. Quelques instants après, on vint annoncer que la bête était au bois de Favard. Si on demandait quelles étaient ces femmes, on commençait par assurer que le fait était vrai. Mais qui l'avait-il inventé? On ne le savait pas. Je n'ai qu'une chemise sur mes seins, je l'ai mise. Je n'ai qu'une chemise sur mes seins, je l'ai mise. Oh là là, le cirque de Kersalin est à la chasse. À la chasse au loup, c'est un des meilleurs louvetiers du pays. Et là, dans la forêt, au fond, il a entendu venant d'une cabane une voix. Il s'est approché. Il a écouté. Et lorsque la belle est sortie de la cabane, il a été charmé. Eh bien, tu en as une jolie voix. Oui? Continue à chanter. Un écu d'argent?
tu veux. Elle a pris les culs d'argent. Elle a continué à fredonner et lui, il lui a dit, tu es toute seule ici? Oui. Tu n'as pas peur? Oh non, puis vous savez, les hommes viennent me voir, mais je n'en veux pas. Ah bon? Tu n'en veux pas? Oh non, les riches comme les pauvres, moi je ne suis pas à vendre. Mais que te donnent les riches? Les riches, ils me donnent de l'argent, mais j'en veux pas. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils te donnent? Ils me donnent l'aller pour aller jusqu'à l'hôtel. J'en veux pas non plus. Ah, et qu'est-ce que tu voudrais? Moi, je voudrais quelqu'un qui puisse me faire danser le jabadao jusqu'à ce qu'il est mort. Oh, tu es bien sévère. Ah oui, mais j'en suis capable, hein. Jusqu'à présent, j'en ai mis 3 fois 7 par terre. Ah, ouais, 3 fois 7. Ben, dis donc, il faut savoir danser le jabadao? Observez une arme que la tradition rapporte être celle qui a employé Marie-Jeanne Vallée contre la bête. Ça vaut ce que valent les traditions, hein. Il n'y a pas d'assurance là-dessus. La dite baïonnette a probablement un bout de faux, en fait, qui était fixé au bout. Le rapport que M. Antoine, qui est convoqué sur les lieux, va faire, établit que la lame a pénétré de 8 cm, 5 pouces, dans les entrailles de la bête. Vu la taille de la lame, si c'est vraiment la bonne arme, je peux vous dire que la bête a dû passer un sacré mauvais moment. Pour autant qu'on sache, d'ailleurs, cette bête-là en est morte. Parce que la question, c'est, est-ce qu'il n'y avait qu'une seule bête, au fait? C'est peut-être parce qu'il y en avait plusieurs qu'on n'arrive pas à l'attraper. Toujours est-il que celle-là arrive à s'enfuir, mais sérieusement blessée. Et Marie-Jeanne Vallée, qui apparemment ne sera pas récompensée, gagnera quand même un surnom de la part de M. Antoine, la pucelle du Gévaudan. Mais bon, M. Antoine, comme d'habitude, il est arrivé après les faits, il a fait son enquête, il a fait son rapport, et puis la bête, pour autant qu'on sache, court toujours. Et en tout cas, même si celle-là est allée crever dans un coin de sa blessure, il y en a d'autres qui ont pris le relais, d'autres attaques. M. Antoine va recevoir le renfort de chiens spécialisés. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a plus de militaires, il n'y a plus de chasseurs du roi, il n'y a pas les crédits pour mobiliser comme ça 100 paroisses, des batteurs. Alors il va mobiliser 12 chasseurs qu'il connaît, des gens du coin qui connaissent bien le terrain, peut-être aussi quelques rabatteurs. Et parmi ces 12 chasseurs, il y en a un, Jean Chastel, qui a peut-être déjà été concerné par l'affaire de la bête. Il fait nuit. Les hommes sont sortis de la maison avec leurs bouffardes. Les femmes ont nettoyé les tables et elles ont posé les bols pour le lendemain matin. Elle arrive. On lui ouvre la porte. C'est une petite vieille. Elle ne voit plus. On la guide jusqu'au coin de la cheminée où il y a une chaise. Elle s'installe. Elle regarde l'assistance de ses yeux morts. Ne parlerez pas d'elle ce soir. Je vous en ai assez dit. Je vais vous parler de lui, de celui qui a tué la bête. Jean Chastel. Allez, je vais vous dire. Grande famille, celui-là.